Bonjour et bienvenue dans La Foule. La Foule est un podcast qui parle de coopération. Un podcast pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui m'ont touché, soutenu, ému, inspiré. Christine et Valérie font partie de ces personnes. Pour Harrison Owen, fondateur de la pratique du Forum ouvert, le rôle du facilitateur est de créer un temps et un espace dans lequel le groupe pourra réaliser son potentiel. Mais que se passe-t-il lorsque plusieurs facilitateurs animent une rencontre collective ? Nous appelons cela la co-facilitation. Et cela peut être une approche extrêmement bénéfique et aussi très challengeante. Qu'est-ce que la co-facilitation et quel est le rôle d'un co-facilitateur ? Comment trouver son ou ses co-facilitateurs ? Quelle est la recette magique pour bien co-faciliter ? Dans ce nouvel épisode, Valérie Normand et Christine Sauce nous partagent leur expérience de facilitatrice pour répondre à ces questions. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, je me trouve dans un café, l'Arrobas Café, qui se trouve à Paris, à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Parce que c'est un des premiers cafés à Paris, donc ça fait 20 ans que ça existe, et c'est un des premiers cafés à Paris où le wifi était gratuit. Ah ouais? Mm. Trop drôle. Ok. Enfin, en tout cas, c'est l'histoire qu'ils m'ont racontée quand la première fois que je suis venue. Après, donc c'est la légende que je perpétue. Je partage ce joli moment avec Christine Sauce, qui est fondatrice et dirigeante de Collabwork, et Valérie Normand, facilitatrice en intelligence collective, activiste du dialogue et de la coopération. Et alors nous sommes réunis toutes les trois ce matin pour dialoguer sur la co-facilitation. Dans notre métier, nous sommes amenés à accompagner des collectifs et à faciliter des rencontres collectives à plusieurs. La co-facilitation, eh bien, ça nous interroge. Parfois, elle peut nous nourrir et nous challenger aussi. C'est un sujet qui nous tient à cœur et nous avions envie de vous partager nos questionnements et pistes de réflexion. Bonjour. Bonjour Laura. Alors, comment ça va ce matin? Ça va super. Moi, je suis très touchée que Valérie ait pensé à moi pour ce moment, parce que c'est avec elle qu'on a fait des armes en co-facilitation pendant qu'on était au DU d'intelligence collective de Cergy-Pontoise. Donc voilà, moi, c'est mon petit moment émotion et c'est franchement formidable de voir la boucle se reboucler comme ça. Moi, je vais très bien, à la fois parce que je suis ravie de partager ce moment avec toi, Christine, qui était mon premier binôme de facilitation. Mhm. Avec toi, Laura, avec qui j'ai eu la chance de binômer aussi plus tard, hein. Et puis parce que ce lieu, voilà, il fait partie de mon histoire de vie à Paris, et donc je suis contente d'y revenir et de voir que, voilà, c'est toujours aussi chaleureux. Donc là, on vient déjà d'entendre que vous êtes rencontrés au travers d'un DU, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur votre rencontre et ce qui continue de vous rassembler? Donc moi, j'ai rencontré Christine au printemps 2018, quand j'ai fait ma rentrée au DU Intelligence collective de l'université de Cergy. Et je suis pas sûre de me souvenir le moment exact où j'ai parlé à Christine, parce que on a eu pas mal de temps en groupe de pairs, etc. Et nous n'étions pas dans le même groupe de pairs. Et en tout cas, moi, je date ma rencontre vraiment avec Christine à cette co-facilitation qu'on a préparée ensemble pour le DU, à Méru, dans l'Oise, et qui a été le support de nos mémoires de fin d'études à toutes les deux. Mmh, ok. Et vous nous raconterez comment vous êtes choisis, si vous êtes choisis peut-être? Mhm. Moi, je me souviens, dans le DU, en fait, c'est vrai c'était très intense. C'est un DU, très expérientiel, et donc on était, toujours dans la facilitation et moi, je me souviens, que souvent, avec Valérie, on cheminait ensemble vers le métro après les sessions, dans le noir, parce qu'il Oui. faisait froid, c'était l'hiver et on partageait et c'était vraiment pour moi des moments vraiment chouettes. Parce qu'il y avait plein d'affinités, plein de petites Mmh. choses qui se croisaient, qui se touchaient. Et quand Valérie m'a proposé d'aller travailler sur ce projet de MERU, puisqu'on devait faire 3 interventions Mmh. dans le cadre de notre DU, j'ai dit bah ouais, on y va quoi. Mmh. Ouais, ça va être chouette.
Et donc vous êtes toutes les deux facilitatrices. Comment vous vous présentez à des amis, à des collègues, à votre entourage? Comment vous décrivez votre métier? Alors moi, je suis coach aussi, donc c'est un peu compliqué, Mmh. surtout qu'en plus j'aime me complaire dans la zone grise entre les deux, entre le coaching et la Mmh. Mmh. facilitation, et j'aime naviguer là-dedans en changeant ma casquette. Euh, pour mes enfants, pour mes amis, c'est plutôt les cercles qui viennent, hein. Donc Mmh. c'est ouais, la personne qui tient la membrane, voilà, c'est le conteneur, voilà, c'est un peu ce genre de choses. Et puis pour les clients, en fait, je vais pas vraiment sur ce terrain-là. Je vais plutôt sur vraiment l'écoute de ce dont ils ont besoin, en fait. Mmh. Voilà. Et, euh, et je laisse ça émerger. On parle de ce qu'on peut faire et des différentes pistes, des différentes options, que ce soit de la facilitation, que ce soit Du du coaching. coaching, Mmh. et les cercles de parole. Pour revenir à ça Mmh. aussi, à ce point-là, c'est les deux en fait. C'est les deux. Parce que ça fait travailler à l'intérieur. Et donc à partir du moment où on ouvre cet espace-là, et on le conscientise et on le Mmh. pose, on est sur, encore une fois, quelque chose qui n'est ni de la facilitation ni du coaching, mais qui est de prendre sa Mmh. place. Donc voilà, donc je parle pas de facilitation, j'attends de voir ce qui sort et après on regarde ensemble. Et toi, Valérie? Moi, j'explique que j'accompagne les équipes, les gens, les collectifs à travailler ensemble. Et souvent, on me dit ah, mais t'interviens quand il y a un conflit, hein. Je dis, ben, j'essaye surtout d'intervenir avant pour que chacun se sente partie prenante du projet qui les concerne. Et souvent, moi, j'aime bien dire que je ne suis experte de rien à part du processus. Et ça permet aux gens de me situer parce que souvent, je remarque dans mon entourage, alors familial ou amical, que les gens ont besoin de savoir, mais t'es spécialiste de quoi? Mmh. T'es spécialiste de tel ou tel outil ou spécialiste de tel ou tel sujet. Je dis non, moi je suis spécialiste de comment organiser votre temps d'échange pour que ce soit profitable à chacun et au projet qui vous réunit. Mmh. Et ça, c'est pas facile à faire passer, je trouve, parfois, parce que souvent, c'est plus facile pour les personnes de comprendre quand ils ont eux-mêmes vécu une expérience, par exemple, insatisfaisante de séminaire d'équipe ou Oui. de réunion de travail. Et là, ils se rendent compte que, ah oui, en fait, on peut faire Mmh. autrement. Enfin, et il y a des Mm. gens qui peuvent nous aider à faire autrement. Voilà. Et puis, je pense que pour mes neveux, ils ont toujours pas compris ce que je faisais. Quand on parle de facilitation, très souvent, les gens ont tendance, de manière très réductrice, de dire, bah voilà, on va coller des post-it, ce qui est une toute petite partie. Et donc, c'est difficile de sortir de cette image-là. C'est pour ça que je préfère, en fait, effectivement, utiliser des métaphores Mmh. et aller parler de vous avez besoin d'avoir quoi à la fin de ce temps-là? Avec une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez avoir? Qui Mmh. sont des questions, en fait, aussi de coaching, d'analyse de la demande. Mais enfin, voilà, ça permet de naviguer dans ces eaux-là et de leur proposer quelque chose avec lequel ils vont s'identifier. Mmh. Et puis après, les ça pousse. Bah oui. Et donc on arrive très souvent, avec une proposition de début et une proposition de Mmh. fin qui sont, très différentes. Mmh. Et toutes les deux, est-ce que vous avez des sujets d'appétence? Parce que justement, derrière la facilitation, on peut répondre à beaucoup d'objectifs collectifs. Mmh. Est-ce que vous en avez que vous avez particulièrement à cœur? Alors moi, le sujet qui me tient vraiment à cœur et ce à quoi j'ai envie d'œuvrer quand je facilite, hein, c'est vraiment d'arriver à ce que chaque personne concernée par un sujet puisse être partie prenante du projet qui va être construit. Moi, je viens du monde associatif, je travaille quasi exclusivement pour le monde associatif, et pour moi, c'est essentiel que sur n'importe quel projet, il y ait à la fois l'équipe salariée, bien sûr, la gouvernance bénévole de l'association Mmh. et les personnes bénéficiaires de l'action, du projet, en tout cas de l'envie de la structure de créer quelque chose, quoi. Et puis après, ça, on peut y rajouter le territoire et les acteurs du territoire si besoin. Mais pour moi, le triptyque salariés, bénévoles, personnes Mmh. concernées est vraiment au cœur de
ce que moi j'ai envie de proposer. Et, et je vais utiliser un mot qui pour moi est important. Pour moi, ça a une connotation très politique, hein, dans le bon sens du terme, que d'associer les personnes concernées, parce que qui mieux que les personnes concernées peuvent éclairer ce que pensent les personnes qui vont porter les projets pour elles, quoi, ou avec elles et construire les projets. Et toi, Christine? Alors, la dimension écosystémique que Valérie amène me parle beaucoup. Euh, Moi, j'aime beaucoup accompagner les projets, pour reprendre un peu la théorie U, qui vont permettre de combler le fossé spirituel, écologique, social, donc de travailler au niveau écosystémique. Et après, pour moi, ce qui est vraiment important, il y a deux choses. Moi, j'ai vraiment envie de contribuer à ce que chacun prenne sa juste place. Ça prenne sa juste place dans un projet, prenne sa juste place dans un écosystème, et que ce soit écologique. Je ne pense pas qu'on puisse créer quelque chose de congruent et qui soit efficace et qui soit transformateur ou transformant, si chacun des membres et qu'on ne puisse pas créer de la coopération, donc si chacun des membres n'est pas ancré dans sa propre place, dans sa propre puissance au service du projet. Ça, c'est très important pour moi. Et ce que ça amène derrière, et c'est vraiment peut-être moi ma raison d'être peut-être, c'est de proposer d'ouvrir des espaces qui permettent à chacun d'aller faire du travail intérieur, d'aller travailler vers l'autonomie, euh, dans le sens de je suis responsable euh, de mes émotions, je suis responsable de mes ressentis, je suis responsable de comment je me présente au monde, comment j'ai envie d'agir dans le monde, et c'est ça qui va me permettre de prendre ma juste place. Voilà. Et c'est ce travail d'autonomisation et de laisser les gens se donner la permission d'être ce qu'ils sont. Moi, voilà, je sors d'une facilitation, et si je vois des gens qui ont fait des petits pas, qui sont illuminés, qui sont dans leur énergie, qui ont pu dire ce qui était important pour eux, c'est que du bonheur, quoi. Bah, trouver sa place, on va peut-être en parler aussi en co-facilitation, il me semble. Et donc, première question pour se plonger dans ce sujet. Voilà, quand je vous dis co-facilitation, vous pensez à quelle image? Voilà, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Moi, la première image qui me vient, c'est celle des buddies en plongée, hein. J'ai eu la chance, il y a quelques années d'être initiée et de me former à la plongée sous-marine. Et en plongée, en fait, tu plonges jamais tout seul, hein. Tu plonges avec un buddy qui est ton partenaire, qui à la fois est celui qui peut te sauver la vie si tu as un problème sous l'eau, et aussi celui qui te fait voir d'autres aspects de la vie sous-marine que bah, moi qui étais débutante en plongée, j'avais tendance à être hyper concentrée sur le matériel et à pas forcément voir les jolis poissons ou les jolis coraux autour, et j'avais un buddy qui me faisait et Alors ça, on peut pas le voir. ouais, on voit pas. Bah, parce qu'en fait, en plongée sous-marine, on peut pas se parler. Donc il y a tout un langage de body verbal, et je trouve que moi, ça m'a beaucoup éveillée à tous ces signaux de comment on communique sans les mots, forcément. Euh, Comment on lit dans les regards, genre là, il voit que j'ai peur, et comment il vient toucher ma main et Pour te juste me dire tout rassurer. va bien, ou alors qu'il me tapote la palme et qu'il me dit regarde à droite en me montrant avec sa main à droite les jolis poissons. Enfin, et donc c'est vraiment cette image-là qui me vient, qui est à la fois l'image un peu protectrice. On est dans notre bulle à nous, mais on est dans notre bulle à l'intérieur d'une très grande bulle, et on se donne à voir des choses que toute seule je n'aurais pas forcément vues. Ouais, j'aime beaucoup, ça me parle bien et ça me rappelle quelques plongées en mer Rouge un peu difficiles. Alors moi, c'est la girafe qui m'est venue quand tu as posé la question. Je prévoyais pas du tout de dire ça. J'adore la girafe. Et les girafes, elles vivent en groupe, et elles prennent soin les unes des autres. Euh,
et elles ont un très gros cœur. Et c'est évidemment l'animal de la communication non violente, n'est-ce pas? C'est la capacité de méta aussi, donc de prendre, voilà, exactement. Et j'ai eu la chance de plonger mon regard dans le regard d'une girafe il y a quelques années, quand mes enfants étaient encore jeunes et que je les avais emmenés au zoo. Et voilà, et j'ai eu ce sentiment de reliance. Et c'était juste magnifique, c'était un moment hors du temps. Et donc voilà, pour moi, la co-facilitation, c'est deux girafes, en fait, Mm. avec des gros cœurs. Quels sont les bienfaits de la co-facilitation pour les participants, pour les personnes que vous avez accompagnées et aussi pour nous, facilitatrices? Est-ce que vous pouvez en partager? Oh, Oui, moi j'adore ça. Moi j'ai découvert le binôme. Alors après, on pourra parler de Mm. co-facilitation. Est-ce que c'est à deux? Est-ce que c'est à plus de deux, hein? mm, Parce que j'ai eu la chance de vivre les deux Mm. expériences. Mais moi, j'ai démarré le bénévolat il y a un peu plus de 20 ans dans une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle face au chômage, où le cœur de l'association, c'est l'accompagnement en binôme. Et donc, j'ai découvert ce que c'était que d'avoir un binôme Mm. à ce moment-là. Et ça m'a plus quitté après de toute ma vie professionnelle. Et tout comme Christine est ma première binôme de mm. facilitation, j'ai ma première binôme de SNC qui aujourd'hui est une amie. Et on s'appelle toujours binôme en fait. Mm. On s'appelle même pas par nos prénoms. Donc, ah, c'est ma binôme, quoi. Quand je la présente, c'est ma binôme, quoi. Mm. C'est un Elle est peu... enregistrée dans ton téléphone sur... Ouais, la binôme, voilà, c'est ça. Et, et pour moi, le premier bénéfice, il est d'abord pour moi en tant que facilitatrice, en fait. Parce que moi, je fais très attention à l'énergie que je mets dans mon travail et à comment je ressors à la fin et pas comme en fin de lave-linge, hein. Et j'ai besoin de garder cette énergie aussi et d'être nourrie en retour. Et donc pour moi, le premier bénéfice, il est que je sors pas de la journée ou de l'atelier que j'ai facilité lessivée, quoi, Mm. et épuisée. Et deuxième chose, pour moi, c'est important d'avoir du retour sur ce que je fais. Les participants, on peut les interroger sur le retour qu'ils ont vécu de l'atelier, mais c'est pas sur comment moi je leur ai fait vivre. Et ça, pour moi, c'est important en termes Mm. de progression, de me voir agir à travers le regard d'un autre. Et puis, moi, j'ai été participante à plein de temps collectifs aussi dans ma vie Mm. professionnelle. Et il y a des gens où quand il y a une seule personne qui anime le jour J, hein, le séminaire, ben si j'ai pas d'atome crochu avec cette personne, et ben ça va me faire décrocher ou ça va me demander Mm. beaucoup plus d'énergie en tant que participante de rester mobilisée. Alors que si on est au moins deux, voire plus, Mm. ça permet de toucher différentes sortes de participants, différentes sensibilités, différents moments. Et puis en plus, en vrai, c'est joyeux quoi, d'être deux plutôt que Mm. tout seul, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, dans mon Mm. expérience, c'est Mm. joyeux. Il y a une question aussi de sécurité du groupe. À partir d'un certain nombre de personnes, on a besoin d'être 2 ou 3 ou 4 pour tenir la membrane, tenir le cadre. Tu aurais un nombre à nous partager? C'est une question très difficile, ça va vraiment dépendre des groupes. Tu vois, il y a pas longtemps, on a tenu à 2 un groupe de 70 personnes et c'était juste génial parce que c'est des personnes qui n'avaient jamais fait d'intelligence collective, qui savaient pas ce que c'était. Et quand donc on avait une petite inquiétude sur le sujet, on avait eu des très bonnes relations avec notre client pour le co-design. Et quand on est arrivé dans cette pièce et qu'on a trouvé tous ces gens, on a senti en fait, c'était des personnes avec des valeurs absolument incroyables. Et donc ils se sont prêtés au jeu. C'était hyper joyeux. Et donc à 2, on a pu tenir ces temps-là. On s'est divisé à un moment en deux groupes de 30 et on est revenu et on a terminé à l'heure, pile poil, 2 heures 70 personnes, 2 cercles de parole, le b.a-ba de la communication non violente, formidable. J'avais avec ma collègue une vraie relation de confiance, tu vois. Donc ça peut vraiment dépendre. Mais je dirais après pour des groupes qui ont des tensions, qui ont des conflits ou qui traversent des choses difficiles, en cercle sur 20 personnes, 15 personnes, il vaut mieux être 2 par exemple, Mm. tu vois.
Donc ça, c'est vraiment cette sécurité et tenir le cadre. Et tenir le cadre, c'est pas seulement les règles, c'est vraiment sentir l'énergie du groupe et voir où ça va aller. Et c'est là où d'être deux, ça mène une richesse. C'est-à-dire, on n'est pas du tout les mêmes, on n'a pas les mêmes expériences de vie, on n'a même pas les mêmes grilles de lecture. Et donc, c'est toujours intéressant, non seulement effectivement d'avoir des personnalités différentes, parce que les personnes vont avoir plus ou moins d'atomes crochus avec l'un ou avec l'autre, mais aussi ça nous permet d'avoir une grille de lecture différente et complémentaire, et donc de pouvoir être capable de nous adapter, parce qu'on s'adapte toujours, forcément, d'une manière qui va être peut-être plus précise aux besoins du client dans le cours de la facilitation que si on est tout seul et qu'on n'a que notre vision du monde, que notre grille de lecture, qui est évidemment par défaut enfermante. Oui. Donc à deux, ça nous permet de nous challenger aussi et de se dire, bah voilà, ce qui va être juste là, ça va être ça. Et là, on est dans la girafe, on se dit, bah voilà, qui y va et parfois, on n'a même pas besoin de se parler, en fait. Mm. Et ça se décide comme ça. Et quand ça se passe comme ça, c'est juste un gros Mm. kiff. Un gros kiff. Quand on vous écoute là partager les bienfaits de la cofacilitation, ça semble évident. Et donc pourquoi on est réunis aujourd'hui? Quels sont les enjeux ou les difficultés en lien avec la cofacilitation? Je pense que la cofacilitation est idéale. Et c'est pas forcément évident de faire comprendre ça à un client. Mm. euh, Parce que c'est ce qu'on disait un petit peu au début. Les clients n'ont pas forcément la compréhension de tout ce qu'on fait. Je pense qu'ils voient le haut de l'iceberg, qui parfois se résume à des cartes Dixit et puis des post-it, Mm. ce qui peut tout à fait ne pas exister du tout dans une facilitation. Et donc, ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière. euh, et ils considèrent que finalement, une personne, ça suffit, hein, ou une personne Mm. pour 50, pourquoi pas. Et après, c'est à nous, en tant que facilitateurs, de poser des limites là et de se dire non, on peut pas, ou je peux pas, moi, c'est pas comme ça que je vais le faire. Mais la difficulté, c'est d'arriver à le faire une fois en Mm. co-facilitation, je pense, pour ouvrir justement des portes et euh, pour faire vivre cette expérience. Pour moi, il y a aussi un enjeu d'éthique professionnelle. Enfin, je trouve ça un peu paradoxal d'être facilitateur ou facilitatrice en intelligence collective et de travailler tout seul. Mm. Mm. Je lisais hier là sur LinkedIn le résultat d'une enquête menée par Session Lab qui, alors sur un échantillon est forcément pas représentatif, mais c'est quand même 1200 personnes à peu près qui se revendiquent facilitateurs, qui Mm. ont répondu à leur enquête. 97% des gens travaillent tout seuls. Bah Ah moi, ça ouais, m'interpelle quand même ah, quand je je m'y me dis, attendais pas du tout. Mm. enfin, je me dis mais c'est quand même bizarre là. C'est un peu comme si j'étais prof d'anglais hein, et que jamais je n'écoutais de la musique en anglais, je regardais des films en anglais, des séries en anglais et que l'anglais finalement ça, c'était pas mon sujet quoi. Mm. Enfin, et donc je me dis mais, enfin, comment est-ce que je peux être modélisant pour le groupe et travailler ce par quoi les participants vont passer d'inconfortable dans l'intelligence collective, dans ces processus, pour me maintenir aux aguets là-dessus et Mm. pouvoir rendre l'expérience pas forcément toujours confortable, mais moins Mm. inconfortable, ou en tout cas les rassurer sur le fait que ça gratte un peu maintenant, mais c'est au service du groupe, quoi. Mm. Et c'est pour moi c'est vraiment l'expérience du DU pour ça a été incroyable parce qu'on Mm. était nous-mêmes facilités. On a vécu à quel point ça peut être irritant parfois quand on ne comprend pas pourquoi ou que le processus va trop vite, trop lentement. Enfin, Mm. et moi, ça me rend beaucoup plus alerte Mm. sur comment ne pas faire vivre ça ou éviter autant que possible de faire vivre ça aux participants que j'accompagne. Et pour moi, ne pas vouloir se frotter à l'autre dans la Mm. cofacilitation, c'est une forme de d'ego un peu mal placé de dire je suis celui qui sait et je Mm. suis au-dessus quoi. Je Mm. suis Mm. en tout cas, c'est pas la posture que moi j'ai envie d'avoir.
Mmh. Peut-être que pour plein de gens ça fonctionne, c'est pas celle que moi j'ai envie d'avoir et c'est pas celle que moi j'ai envie de promouvoir dans le monde de la Mmh. facilitation. Mmh. Ouais, ça résonne beaucoup. On a souvent des clients qui nous disent, ou plutôt des participants qui nous disent, ce qu'ils ont aussi, beaucoup apprécié, c'est de voir notre façon de travailler en co-facilitation et que ça les inspire aussi sur leur façon de travailler avec leurs collègues. Ouais. Et ça, on pourrait pas le témoigner si on était tout seul en Mmh. facilitation. Mmh. Ouais. Ouais, je pense à un projet que j'accompagne en ce moment, où on est, euh, c'est un projet pour développer le leadership euh, de femmes dans un ministère au Maroc. Et on est une équipe pluridisciplinaire avec des facilitateurs graphiques, avec des personnes qui font du support audiovisuel, avec des gens plus académiques. Et, euh, et moi, ce qui me vient en pensant à cette expérience, c'est le fameux chemin chaordique. C'est-à-dire que on avance en tant qu'équipe vraiment sur le haut de la vague, en fait. Et d'un côté, il y a le chaos, et de l'autre côté, il y a l'ordre. Et il faut rester sur cette vague-là pour être juste. Euh, et on accompagne donc ces dames avec la théorie U. Et c'est c'est très aidant, en fait, de partager, nous, ce qu'on vit en tant qu'équipe avec elles, quand elles travaillent en groupe. Mmh. Parce que à ce moment-là, on leur dit, ben voilà, là, dans ce groupe-là, il y en a qui sont en train de vouloir mettre du contrôle, du cadre, etc., etc. On vous demande de faire des voyages apprenants, on vous demande d'aller faire des marches empathiques, d'aller découvrir de nouvelles parties prenantes. Et donc là, il y a certaines personnes qui sont dans le cadre et d'autres qui veulent partir totalement en liberté. Et comment vous pouvez faire pour être sur ce sentier-là, comme vous voyez que nous, on est, Mmh. en fait. Et c'est très amusant parce que ça leur permet, elles, d'avoir quelque chose de concret à, à utiliser pour leur réflexion, en fait, pour leur réflexion de comment elles veulent être dans ce groupe-là. Euh, voilà. Donc, j'avais envie de partager ça parce que c'est ce qu'on a vécu aussi avec Valérie, c'est ce qu'on a vécu dans le DU, c'est ce qu'on vit parfois en cercle quand il y a des choses émouvantes, touchantes qui viennent et c'est un beau chemin en fait. Mmh. Voilà. Parfois, il y a des personnes qui associent la facilitation à juste l'animation, le jour J avec le collectif, mais on sait bien qu'il y a toute la qualification, la conception, comme tu appelles, co-design, le suivi. Et donc, comment ça se passe quand on est en co-facilitation? Toutes ces différentes étapes, avant, pendant, après. Est-ce que vous avez une recette, des bonnes pratiques pour une co-facilitation réussie? Alors une recette non, Mhm. mais je peux partager ce que moi j'ai vécu et qui m'aide encore aujourd'hui. J'ai eu la chance de travailler au lab national de Pôle emploi où pour le coup il y a vraiment de la co-facilitation de grands groupes. C'est-à-dire qu'en fait il y a toujours un binôme de facilitateurs en lead. Il y a quelqu'un qui travaille sur le matériel, il y a quelqu'un qui travaille sur la logistique, l'accueil, etc. Donc on est vraiment, il y a quelqu'un qui travaille sur la récolte, comment on Mm. photographie, les photos d'ambiance, enfin. Donc on était toujours 6 ou 7 impliqués sur une session de travail collaboratif, Ok. mais chacun avec des rôles. Mm. Et en fait, ne co-designer que le binôme en lead de facilitation. Et souvent, moi, ce que j'ai trouvé très apprenant, c'est qu'en fait, ça oblige à réfléchir à c'est quoi l'objectif de la séquence, sans s'attacher à l'outil ou à la pratique que chacun peut avoir en Mm. préférence ou en appétence, etc. Et puisque pour moi, la conception, elle se fait aussi avec le client, enfin le sponsor, bah, c'est très bien de ne pas arriver avec un design Tout fait. tout fait,
Parce que parfois ton sponsor, c'est la première fois qu'il travaille sur ces sujets-là, donc il a pas beaucoup de recul, hein, pour évaluer si ça va répondre aux besoins ou pas. Et à Pôle emploi, on se faisait des temps de... Bah, déjà, on faisait des réunions de cadrage en binôme de facilitateur avec le client. Et le co-design, on se faisait des temps de, bah, ok, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les livrables que le client nous a demandé, c'est quoi l'enchaînement de séquences qui nous permettrait d'arriver à ça. Et c'est quoi, pour chaque séquence, l'objectif, l'entrant dont on a besoin avant, le livrable de cette séquence pour nourrir la séquence d'après, etc. Et puis après, une fois qu'on avait ça et qu'on était d'accord sur cette structure-là, on se disait, bah tiens, moi, si c'était moi, quel outil ou quel processus j'utiliserais sur chacune de ces séquences. Et là, il y en avait plein où on n'avait pas envie d'utiliser les mêmes, mais ça permet de venir auprès de ton client après, ton sponsor, et lui dire, bah voilà, pour cette séquence, on a pensé à l'outil A ou à l'outil B. Voilà l'outil A, ce que c'est, voilà l'outil B, ce que c'est. Vous qui connaissez les participants qui vont être là, qu'est-ce qui vous paraît le plus ajusté en fait? Et ça, je trouve que c'est très apprenant. Ça évite la toute-puissance enfin, qui est vraiment pour moi un point de vigilance assez permanent de me dire, ok, attention, je ne suis pas le sachant. Celui qui connaît le mieux le groupe, c'est quand même souvent ton client, ton sponsor, parce que c'est son équipe. Euh, et extérieur, enfin, la posture extérieure du facilitateur ne doit pas être extérieure à ce qui se joue et ce qui existe déjà dans l'équipe en fait, parce que mon objet c'est de les faire travailler ensemble et de passer un bon moment, c'est pas de les bousculer en leur proposant des outils qui correspondent pas du tout à leur manière de faire et à là où ils en sont, quoi. Donc je trouve que c'est important. Et puis sur le cadrage, c'est essentiel parce que enfin cadrer une demande pour moi c'est le plus complexe, hein, parce que c'est de là que tout part. Et s'il y a que moi, bah, je vais forcément oublier des informations, des questions, passer à côté de quelque chose que la personne a dit ou de son langage non verbal. Et le fait d'être au moins deux, c'est d'une richesse incroyable. Enfin, pour moi, ça, c'est presque, enfin, c'est aussi important, si ce n'est plus important, d'être peut-être deux au cadrage, à la conception, quitte à ce que ce soit pas forcément la personne avec qui tu as cadré et conçu, peut-être qui anime le jour J, quoi, tu vois, parce que ou qu'il y ait des gens en plus le jour J, même s'ils n'ont pas cadré et co-conçu, quoi. Ce qui était un peu le cas à Pôle emploi, parce qu'une fois qu'on avait cadré à deux la demande, conçu à deux le déroulé, on faisait rentrer le reste de l'équipe et on leur disait, bah voilà, le déroulé c'est ça, on a besoin de vous à tel et tel endroit. Et le jour J, bah on fait confiance aux autres qui sont rentrés dans l'équipe que ça va fonctionner. Et ça, c'est OK quand on est facilitateur, facilitatrice, de recevoir un déroulé, donc d'abord un cadrage, un déroulé, et de se dire, tiens, moi, je vais juste animer, ou d'autres expériences, c'est plus Mm. stimulant d'être sur tout le chemin. Bah, pardon, je vais juste finir sur l'exemple de Pôle emploi. À Pôle emploi, au lab, à l'époque où moi j'y étais, il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'interne à Pôle emploi comme sur des missions de 18 mois pour apprendre la facilitation. Et pour eux, ça peut être rassurant sur les premières fois. Et puis c'est intéressant, nous on leur demandait régulièrement leur retour sur le déroulé avec un regard un peu neuf et extérieur au Ouais, sujet. Et puis à Pôle emploi, on tournait, en fait. d'accord. Donc, si aujourd'hui c'est moi qui cadre, conçois avec mon binôme de facilitation, bah la semaine prochaine, je serai juste facilitatrice avec on me donne un déroulé, on me dit toi t'es là, là et là, et c'est Ok. aussi apprenant, je trouve, en termes de d'humilité par rapport au travail qu'on peut faire. On fait partie de la communauté Art of Hosting francophone et c'est comme ça qu'on fonctionne aussi dans le Festival des conversations, c'est-à-dire que on va poser une intention commune, collective au début, et puis après on va se spécialiser un petit peu, on va partir, on va co-créer ensemble et à la fin chacun prendra la place juste qu'il aura envie de prendre, tout simplement en disant bah voilà je vais faire ça à ce moment-là, etc., etc. Et puis une fois qu'on est dans le feu de l'action, et ben on s'adapte en fait et on se dit ben voilà là
il y a un besoin là, il y a personne qui est là, donc c'est moi qui vais aller porter ça, qui vais être dans cette place-là. Et c'est très intéressant d'avoir le privilège de travailler comme ça et d'avoir cette expérience-là parce que ça permet d'être beaucoup plus fin, en fait, d'avoir une vision beaucoup plus fine de ce qui est en train de se passer et le corps devient euh, l'instrument d'appréhension de ce qui se passe. Et on n'est plus dans le cognitif, c'est nos sensations corporelles qui nous disent où est notre juste place, ou s'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose qui se passe, on devient un espèce de caisse de résonance. Et là, on est vraiment, quand on est en binôme ou en trinôme, là, on est vraiment dans notre puissance au service du collectif. Et voilà. Et donc, c'est bien d'avoir des terrains comme ça où on peut expérimenter autour de ça. Alors là, j'ai tout de suite une question qui vient en t'entendant parler de connexion, sentir les choses, et puis on ne voit pas, mais tu, avec tes mains, tu montrais voilà, la magie qui se trouve dans l'air. Et alors, comment on fait quand on est en ligne pour co-faciliter, pour sentir tout ça? La plus longue expérience que j'ai de co-facilitation en ligne, bah, c'est avec toi, Christine, où on a animé pendant le Covid des cercles de parole pour l'association Force Femmes. Mais on se connaissait avant Mm. et on avait déjà fait des choses ensemble avant. Donc, je pense que le lien et la connexion, elle était déjà là. Mmh. Et pour ma part, ensuite, je n'ai pas refacilité en ligne avec des gens que je ne connaissais pas, par exemple. Mmh. Et là, depuis que le Covid est sorti, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de ne plus faire. Mmh. Moi, je me rends compte que c'est très énergivore pour moi, la facilitation en ligne. Donc j'en fais le moins possible, voire pas du tout. Alors on a passé, effectivement, on a fait des super facilitations, en distanciel. Pendant la même période covid, on s'est amusé dans le bac à sable Art of Hosting C'est vrai. à faire des petites capsules de 2 heures, pour se challenger aussi, hein, pour Mm. voir tester, créer de nouveaux designs et voir à quel niveau de profondeur on pouvait arriver à aller Malgré la distance? malgré la distance, Mm. tout en distanciel. C'était pendant le covid. Et on a eu des sessions juste enfin, extraordinaires, en On fait. a même fait du SPT en ligne, hein. Moi, j'ai le On a souvenir d'avoir fait fait alors SPT, Est-ce que c'est quoi? Social Presencing Theater, Mm. qui est une pratique corporelle issue de la théorie U. Et, il y a une pratique, enfin, c'est des pratiques corporelles, donc forcément où on sent son propre corps et le corps du groupe ouais, avec lequel on pratique. Et on a fait des sessions de SPT en ligne qui étaient incroyables. Enfin, moi, ça m'a ouvert aussi sur la puissance de la connexion au-delà de la présence dans la même pièce. ouais. Même si aujourd'hui mon appétence va à sentir cette connexion en étant dans la même Mm. pièce, quoi. Mmh. Mais j'ai été Mais très c'est possible. surprise. Ouais. Mm. C'est possible, c'est incroyable. On était dans des pièces différentes et c'est comme si on était ensemble, en fait. Mm. C'était voilà. Donc oui, c'est possible, hem et ça dépend du cadre qu'on pose et le cadre qu'on pose, ça dépend, de la relation, heu, de confiance et de la relation émotionnelle, en Mm. fait, qu'on peut Mm. avoir, voilà, avec les personnes qui posent le cadre. Mm. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et je pense qu'il y a des choses aussi, dans ce domaine-là, quand on est amené à travailler avec des personnes qu'on connaît moins, qui sont très importantes, comme d'aligner ses intentions, en fait. C'est très important pour une équipe de co-facilitateurs, d'aligner l'intention qu'on peut avoir sur un projet, l'intention personnelle pour soi, l'intention pour le projet et l'intention pour le monde. Mm. Parce qu'il y a pas si longtemps que ça, on l'a pas fait et ça a été plus compliqué. Et on l'a fait après coup et on s'est rendu compte que les intentions personnelles n'étaient pas totalement les mêmes. Mm. Et donc, voilà, avoir vraiment ces moments où on se dit, quelle est mon intention sur ce projet? Et peut-être aussi où est-ce que ce projet, moi, peut me mettre en danger par rapport à mon histoire Mm. précédente, par rapport à ce que je connais de moi et les endroits où je suis plus sensible, peut-être plus fragile. Heu et heu heu et peut-être à ce moment-là, quand on est dans ce type de projet et qu'on a, une relation privilégiée de confiance avec,
son binôme ou une personne de l'équipe, de dire, bah voilà, moi, à ce moment-là, ça va peut-être être compliqué pour moi. Est-ce que tu peux être en vigilance de moi ou est-ce que je peux venir, moi, enfin, si je suis dans un endroit où je vois pas, et où si moi je suis consciente de ça, est-ce que je peux venir te voir pour avoir du soutien ou juste partager un regard et à ce moment-là, voilà, ça m'est arrivé dans un cercle il y a pas très longtemps et c'était pas du tout prévu et on était dans un cercle en milieu carcéral avec des jeunes surveillants stagiaires et il y a un jeune homme qui a posé quelque chose et j'ai senti immédiatement que cette chose-là était tellement violente pour moi, que je la recevais, qu'elle était tellement contre mes valeurs, que je veux dire, j'ai perdu pied en fait, j'étais plus dans mon ancrage et j'étais dans la colère en fait. Et je savais que la colère allait se voir et qu'il fallait que je prenne du temps pour me réancrer, sinon la colère allait apparaître dans le cercle. Et j'ai juste regardé mon binôme en face, il a vu tout de suite et il a repris, en fait, de manière à ce que moi je puisse me réancrer, mais c'était complètement un angle mort pour moi. Et voilà, et donc ça c'est super intéressant quand on vit ça, non, mais c'est formidable en fait. Mmh. Et ça me fait penser à, enfin, cette question de clarifier l'intention. J'ai envie de rendre hommage quand même à Claire Rosard, qui était dans notre DU, Totalement. qui a, qui est une chercheuse dans l'âme sur les questions de facilitation et qui moi m'a éclairée sur cette question de c'est quoi mon intention dans ce projet, mon intention de facilitatrice, c'est quoi l'intention pour le projet et c'est quoi cette triple intention. Mmh. Ben, c'est elle qui moi m'a permis de les voir et d'intégrer ce questionnement dans mon travail aujourd'hui, quoi. Donc voilà, je voulais lui faire un petit coucou. Je trouve ça vraiment très, je sais pas quel mot je pourrais dire, joli, puissant. Enfin, ça résonne beaucoup de se dire si déjà nous, en tant que facilitateurs, facilitatrices, on cette habitude, cette gymnastique de poser son intention vis-à-vis de soi, vis-à-vis du projet, vis-à-vis du monde, et après de définir nos rôles, enfin tout ce que vous expliquez en préparation. Bah comme tu disais, Valérie, c'est aussi en miroir de ce qu'on veut offrir au groupe qu'on accompagne. Et donc accepter de partager sa vulnérabilité, de dire à son co-facilitateur, bah s'il se passe telle situation, moi je vais peut-être être en zone rouge, j'aurais besoin de toi. Enfin, en fait, il se passe déjà plein de choses en vous écoutant dans la préparation. Mmh. Bah, on l'a vécu Mm. sur un séminaire qu'on a organisé ensemble et avec trois autres personnes dans une équipe de 5 où on a longtemps travaillé sur notre intention et parce que je ne sais pas pourquoi nos intentions personnelles n'ont pas été si claires que ça dans ce processus de préparation, on s'est retrouvé à quelques jours du séminaire parfois assez fortement désalignés quoi. Et on s'est dit mais en fait on a 25 personnes qui arrivent là dans 3 jours. Va falloir qu'on se réaligne FISA, quoi. C'est Ouais. clair. Mais en fait, se réaligner FISA comme ça 3 jours avant, alors le terme qu'on utilise, c'est apprenant, mais en fait, c'est douloureux, quoi. C'est douloureux et c'est hyper Et stressant. c'est énergivore, et en même temps, ça nous a fait tellement grandir en tant qu'équipe, hein, à tous les 5. On a eu un temps de débrief après le séminaire qui était, Incroyable. je pense, le meilleur débrief que moi j'ai vécu de toute ma vie, où on a réussi à se dire là où ça avait bloqué, là où c'était difficile, là où ça avait été urticant, mais aussi tous ces beaux moments qu'on avait vécu ensemble. Enfin, c'est un, enfin, ça reste pour moi, il y a une sorte d'expérience très apprenante de ok, il vaut mieux clarifier les choses le plus tôt possible et pas attendre. Mais surtout que la difficulté, c'est qu'en fait, l'intention personnelle, parfois, elle n'est pas consciente. Et donc, on parle de l'intention pour le projet parce que on a tous des ambitions de, enfin, on a beaucoup d'ambitions de vouloir changer les choses, de vouloir faire en sorte que les gens se parlent différemment, que les gens s'écoutent, que les gens coopèrent, etc. Mais voilà, il y a des intentions personnelles, parfois on les voit même pas. Et en fait, c'est quand on arrive dans le design qu'on se dit ah là c'est pas pareil. Voilà. Et donc comment on accueille ça, comment on s'ouvre à ça. Et donc parfois
euh, aussi, c'est passer beaucoup de temps à construire la membrane entre nous, à poser ce qui doit être posé, à introspecter, à poser sa vulnérabilité, etc. euh, et ben ça permet d'accélérer vraiment les choses derrière. Donc en fait, c'est pas 90% de design et 10% de je vais travailler ensemble à construire l'équipe, c'est 90% de temps à construire l'équipe et après le design, en fait, il sort tout seul. En fait, c'est ça la chose qui est intéressante. Et, euh, et moi, j'avais envie de parler aussi d'une permission euh, à se donner. Euh, Ça fait partie, une fois que tout est plié, une fois que tout est organisé, structuré, voilà, que tout est en place, que chacun a son rôle, pour moi, il y a ce que j'appelle le contrat d'agilité. C'est-à-dire se donner la permission, et ben de sortir du déroulé, de sortir de ce qu'on avait prévu, parce que il y a ce qu'on pense et puis il y a la vraie vie, et que ça se passe rarement comme on avait prévu que ça se passerait, et donc se dire bah voilà, donnons-nous cette permission de sortir du déroulé et qu'est-ce que ça nous fait et comment voilà comment on qu'est-ce qu'on a envie d'apporter chacun d'entre nous si on sort de ce déroulé, etc. Et de parler de ça. Je pense que c'est important de se donner ces permissions-là et d'en parler. Ouais. Ça, c'est une question que tu poses autour de la table avec les autres facilitateurs? Alors Comment avec ça, Valérie, ouais. on se la pose plus parce que je pense qu'après notre première expérience à Méru, on peut le faire, on sait le faire, on a cette permission-là. Mais effectivement, après, quand c'est des gens avec qui j'ai jamais travaillé, et oui, c'est quelque chose que j'ai envie de poser au centre. Ouais. Et après, vous parliez aussi donc de débriefer. Ça, c'est une pratique que vous faites à chaque fois. Oui. Ouais. Et quelles sont les... T'as commencé à en énumérer certaines, Valérie, mais c'est quoi les questions qu'on peut se poser en débrief de co-facilitation? Est-ce que vous en avez certaines que vous utilisez régulièrement? Alors déjà, on fait cette session-là après le retour client, c'est-à-dire qu'on a D'accord. le débrief client qui est vraiment super important. Mm. Et donc, voilà, c'est soit via un questionnaire, soit vraiment de discuter avec le client sur qu'est-ce que ça a apporté, comment lui il a vu l'intervention, euh, et donc de l'écouter vraiment, Mm. euh, et de partir de ça en fait, de partir du vécu donc des personnes qu'on a accompagnées pour se poser la question de euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment? Et si oui, quoi? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire plus d'eux? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire moins d'eux? Euh, Où c'est qu'on a senti de la joie? Où c'est qu'on a senti qu'on était dans le flow? Où c'est qu'on a senti qu'on était dans l'effort? Euh, et donc on n'était pas juste. Comment de célébrer en fait. Comment on s'est remis Mm. sur le bon chemin, sur le chemin juste? Ou pas, qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce qu'on a construit ensemble. Euh, Et est-ce que vous ajoutez des questions pour savoir comment s'est passée la collaboration, la co-facilitation avec l'autre? De se dire, bah, enfin, qu'est-ce que tu as pensé de notre collaboration? Ou, est-ce que En ça, c'est fait, des toutes ces questions? Ouais. questions, elles sont sur la cofacilitation, Mm. parce qu'en fait, le résultat d'une bonne Mm. cofacilitation, c'est d'avoir été juste pour le groupe, dans notre service du groupe. Donc tout ce qu'on discute autour de ça, ça nous ramène finalement à la manière dont on a été ensemble. Mm. Après, je trouve que se poser la question de comment j'ai vécu la co-facilitation, que ce soit le avant, Mm. le cadrage, Mm. conception, le pendant, Mhm. l'animation. C'est une question qui pour moi est toujours intéressante à me poser Mhm. pour me dire est-ce que je me sens suffisamment en confiance avec la personne pour recommencer, même si cette fois-ci il y a plein de moments où j'ai été déstabilisée, hein, tu vois, ça peut Mm. arriver, il y a des gens qui sont enfin, moi, je veux dire, Christine, elle est hyper à l'aise avec sortir du déroulé, hein. Moi, Mm. les premières fois, j'étais pas très à l'aise avec sortir du déroulé, j'avoue, hein, tu vois. Moi, j'ai un tableau Excel avec mon déroulé, et là, il y a écrit 20 minutes, il n'y a pas écrit 45 minutes.
Donc la première fois, j'étais en mode panique avec mes yeux qui clignotent envers Christian en disant t'as vu le temps, t'as vu le temps, t'as vu le temps. Il fait, ah, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, voilà, c'est ça. Genre, c'est au service du groupe, quoi. Donc aujourd'hui, ça va mieux. Tu vois, j'ai appris à lâcher là-dessus et donc je sais que même si sur le moment ça me déstabilise ou ça me met en inconfort, tant que c'est au service du groupe, je peux lâcher plein de choses, etc. Et donc c'est pas parce que sur le moment c'était un peu inconfortable avec ce binôme-là que ça peut pas être apprenant et que j'ai pas envie de recommencer. Et puis c'est aussi être clair sur bah parfois il y a des gens avec qui j'ai pas envie de recommencer en fait. Tu vois, c'est aussi ça, c'est de se dire si finalement les moments d'accord étaient moins nombreux ou plus énergivores ou je ressors moins bien de cette co-facilitation que avec quelqu'un d'autre, bah peut-être se dire aussi très franchement bah là on est un binôme qui aujourd'hui ne fonctionne pas quoi et soit j'ai l'énergie, le temps et la personne a l'énergie, l'envie, le temps de creuser ça et de se dire est-ce qu'on va plus loin et on essaie de devenir un binôme qui fonctionne ou pas. Hein. Et je pense que c'est important aussi enfin pour moi, de m'écouter sur, bah, parfois, c'est pas facile d'expliquer pourquoi, mais c'était pas, ça me donne pas envie de recommencer, quoi. Oui, c'est ça, comment on trouve son binôme ou son groupe Mmh. de facilitateurs, facilitatrices. Écoute, je sais pas comment on le trouve. Tu vois, la communauté Art of Hosting, par exemple, c'est un peu c'est un nombre de personnes assez important en France, enfin dans la partie francophone, et les équipes se créent de manière un peu organique, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est la personne à l'origine de l'appel, qui sent un appel et qui a envie de porter cet appel au monde. Une question sur, tu vois, comment le dialogue transforme le monde, par exemple, et nous transforme. Ça, c'était notre question d'appel à Christine et moi sur le séminaire qu'on a fait pour Art of Hosting sur le dialogue l'année dernière. Et après, on se dit, ok, ben, avec qui on a envie de creuser ce sujet, quoi. Et là, bah, tu regardes la liste des gens, il y en a avec qui tu as déjà travaillé peut-être, il y en a avec par qui tu as déjà été facilité, par exemple, et dont tu as apprécié, ou il y en a qui ont une expertise spécifique sur une pratique que tu as envie d'explorer, et l'équipe, elle se constitue comme ça. Et je trouve que c'est peut-être, en tout cas pour moi, assez intéressant de pas trop mentaliser comment je choisis un binôme ou une équipe, et D'avoir des critères bien définis. ouais, voilà, de me dire, bah, ok, tu vois, enfin, il y a des gens avec qui j'ai travaillé que je connaissais finalement pas plus que ça. À Pôle emploi, quand j'y étais, on a travaillé avec des gens, je les connaissais pas du tout. Enfin, et finalement, ça se tisse parfois, les relations. Donc, j'ai pas de... J'ai comment je me sens, en fait, avec la personne. Je pense que c'est une bonne... pour moi, c'est un bon indicateur. En fait, c'est vrai qu'avec Valérie, on fait partie de beaucoup de mêmes communautés. Euh, et, euh, et je trouve que c'est important d'aller chercher les communautés qui vont avoir les valeurs que vous avez comme valeurs de communauté, en fait. Et c'est déjà choisir des co-facilitateurs au sein de ces communautés quand vous savez qu'il va y avoir des valeurs qui vont être similaires ou approchantes. Bah, c'est déjà une manière de commencer à se sentir en confiance, même si vous avez pas facilité tant que ça avec la personne. Donc c'est vraiment, voilà, on a cité Art of Hosting. Moi, je fais partie aussi de la communauté des artisans de non-violence qui interviennent en milieu carcéral, qui sont des personnes formidables qui font de la communication non violente. Donc déjà, bah, au niveau des valeurs, on est là, quoi, carrément. Il y a plein d'autres communautés. Donc c'est pour chacun de trouver l'endroit qui va être la bonne communauté. Et puis aussi en termes de pratique, de se dire c'est quoi les pratiques qui m'animent vraiment, ce que je peux apporter, et les pratiques que je vais trouver plus compliquées. Moi, il y a certaines pratiques que je saurais pas faire parce que j'ai pas d'appétence, parce que c'est trop cadré. Le design thinking, par exemple, c'est très itératif, c'est très cadré, c'est hyper puissant.
Mais comme le dit Valérie, c'est beaucoup trop cadré pour moi là. Tu t'y retrouves moins. Je vais me dessécher complètement si je fais ça. Mm. Et donc voilà, c'est d'avoir cette conscience de soi, et puis de se dire bah voilà où c'est les communautés de valeurs similaires où je vais pouvoir trouver des gens avec lesquels je vais construire des ponts. Mm. Après, moi, ça m'est arrivé aussi de co-faciliter avec des salariés en interne des structures avec lesquelles je travaille. Et ça, c'est aussi un challenge, en fait, Mm. parce que eux, ils ont en plus la connaissance de l'organisation. Euh, et donc, ils arrivent avec ce regard-là. Mm. Hein, et c'est parfois compliqué, j'imagine, pour eux de sortir de ce regard-là et de se confronter à moi, ma vision extérieure. Mm. Et comment nouer un partenariat, enfin une alliance de facilitateurs au service du groupe, chacun avec son regard en fait, tu vois. Et ça, comment tu fais? Alors, tu prends un temps pareil au début, Ouais, la même chose, poser les toujours. intentions, Mmh. Ouais. s'autoriser peut-être à sortir du déroulé si besoin. Tu vois, pour moi, vraiment, le temps et le soin portés à la constitution du binôme ou de l'alliance des gens avec lesquels je travaille et le reflet de ce que nous allons réussir à offrir au groupe, Mm. en fait. Mmh. Et c'est une des choses que j'aime beaucoup chez Y'a plus Mm. qu'à, et je trouve que ça se ressent, tu vois, Le temps. que le temps et le soin pris à se connaître, ben derrière, même la première fois que tu co-facilites, voilà, j'ai co-facilité avec Florent Mm. que j'avais jamais rencontré en vrai, et en même temps, on a pris le temps et le Mmh. soin de s'appeler, de revoir le déroulé ensemble, de faire connaissance avant de se retrouver tous les deux le jour J devant le groupe en se disant, ah bah tiens, Florent, c'est toi, quoi. Tu vois, c'est un peu, C'est ça, tu te débriefes pas le matin de l'animation ben non, en tu 5 vois. minutes top chrono. Et je trouve que c'est un, ouais, voilà, ça reflète bien ce que moi j'ai envie d'offrir au groupe derrière. Et la première chose à faire, c'est de me l'offrir à moi. Enfin, tu vois. Mmh. Mmh, ça et ça rejoint les valeurs en fait, ça rejoint, aussi l'éthique. C'est quelle éthique on a en tant que professionnel, par rapport au service, qu'on veut offrir, hein, se mettre au service du groupe et qu'est-ce qu'on fait pour vivre cette éthique entre nous, en fait? Donc on se rejoint là aussi, aux valeurs et travailler avec des personnes qui sont dans des organismes, qui sont dans des communautés, qui ont ça et donc qui vont trouver normal que, ben, on crée un espace avant pour, se connaître et apprendre et créer une relation et accepter notre vulnérabilité aussi, Mm. voilà. Mm. Donc, Et si on fait un zoom sur le jour J, vous avez des bonnes pratiques, des habitudes que vous aimez mettre en place. Donc vous arrivez sur le lieu où vous allez faciliter avec l'autre co-facilitateur, co-facilitatrice ou le groupe de facilitateurs. Et là, est-ce que vous avez une bonne pratique? alors déjà, je pense que déjà la première chose à faire, c'est de s'assurer que l'accueil des participants, est nickel. Mm. C'est-à-dire que tout est mis en place pour que le déroulé puisse commencer quand ils arrivent. Et donc Mm. c'est voilà, c'est déjà s'assurer que extérieurement tout va bien. Et puis après, c'est effectivement, c'est travailler ensemble, c'est accueillir notre météo, Mm. accueillir peut-être voilà nos craintes ou nos joies ou peut-être faire des demandes par rapport à un moment où peut-être on n'est pas très bien et qu'est-ce qu'on a envie, se reconnecter à ce qu'on a envie de créer ensemble, Mm. d'offrir ensemble et ce qu'on a envie de vivre ensemble Mm. en fait. Et donc, c'est vraiment de préserver ce temps-là. Ouais, c'est vraiment. Moi, j'ai besoin d'être rassurée sur la logistique. Mm. C'est mon côté Ouais. cadré. Voilà. Et voilà. Et une fois que ça s'est fait, pour moi, c'est hyper important d'avoir un temps de faire équipe en fait, un temps alors de météo ou juste de regard, tu vois, de sentir que ça y est, on y est, hein, Mm. c'est le jour J, on a travaillé dur pour en arriver là, Mm. et on a confiance que ce qu'on a prévu, c'est au service du groupe, et on a confiance les uns en les autres ou l'un en l'autre si on n'est que deux.
et, et qu'on est là pour s'amuser, quoi. Enfin, et prendre du plaisir, en tout cas. Après, je trouve ça important aussi, et ça, on l'a fait beaucoup avec Arvache, c'est de faire des points régulièrement dans la journée aussi. Dans les pratiques art of hosting, quand on est sur une grande équipe, là, un peu comme au festival où on est 10-12, il y a deux personnes qui sont un peu les gardiennes de la journée hein, Ok. et qui peuvent voilà, permettre de faire des points en disant ah attention là, ou si moi j'ai un petit souci à un moment dans la journée d'aller les voir et leur dire là il y a ça ou ça qui me dérange, qui me met en inconfort, ou avec lequel je suis pas bien, ou je viens d'avoir une mauvaise nouvelle, il va falloir que je parte. Enfin, tu vois, c'est et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis on débriefe en fin de journée, toujours, pour pouvoir ajuster le contenu du lendemain s'il y a un lendemain, de se dire bah tiens, on avait prévu un truc super, et en même temps, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, bah c'est pas le truc super pour le lendemain de ce qui s'est passé aujourd'hui, tu vois. Euh, et ça, je trouve que c'est important aussi en fin de journée. D'où l'importance stratégique des pauses, du déjeuner. On ne trouve pas vraiment des pauses et Qui sont plus du des tout des moments de pauses, détente pour ouais. nous, mais d'ajustement, ouais. Ouais, se reconnecter et ouais, absolument. Jean-Philippe Poupart, qui est donc l'auteur du livre Devenir facilitateur, il propose 3 niveaux lorsqu'on parlait des rôles en co-facilitation. Le premier niveau, alors je sais pas s'il y a une échelle, hein, mais niveau 1, les facilitateurs animent à tour de rôle. Niveau 2, il y a un facilitateur, facilitatrice leader et des soutiens. Et niveau 3, pure collaboration entre les facilitateurs et les facilitatrices. Comment vous réagissez à cette proposition de 3 niveaux? Est-ce que vous avez, voilà, un éclairage, un exemple, une nuance apportée à ça? Alors, dans mon expérience, tu peux être sur ce qu'il appelle le niveau 1, où les animateurs animent à tour de rôle, c'est-à-dire que tu as conçu ton déroulé ensemble, et après tu te répartis les temps de manière assez claire. Et en même temps, pour moi, c'est assez facile de passer du niveau 1 au niveau 3, parce que si ça se trouve, à un moment, ben la séquence qui était la mienne, bah finalement, je suis plus dans cette énergie-là, ou alors il s'est passé quelque chose dans la séquence d'avant qui nécessite qu'on bouge. Et à ce moment-là, pour moi, c'est important d'avoir cette agilité dont tu parlais, Christine, tout à l'heure, de dire, ok, ben là, je sens qu'il faut que je laisse la place et je vais faire un petit clin d'œil à mon co-facilitateur ou ma co-facilitatrice pour lui dire, là, j'ai besoin que ce soit toi qui rentre. C'est un peu l'exemple que tu donnais sur ton cercle en milieu carcéral, tu vois. Ce qui veut dire que même si on se répartit les rôles, on prépare l'ensemble du déroulé, on est prêt à animer l'intégralité du déroulé. Et de pas Clairement. rester sur nos séquences en se disant, moi je fais la A, D, F, et les autres, je sais pas de quoi ça parle. Bah, en fait, ADF n'ont de sens qu'avec B, C, E, etc. Donc, si à un moment tu t'aperçois que, je sais pas, tu avais prévu d'utiliser du photolangage pour faire un état des lieux et que finalement les gens ils sont pas du tout réceptifs à ça ou que c'est plus le moment de faire l'état des lieux ou qu'ils passent à autre chose, tu vois. Enfin, il y a des choses quand même où ta séquence, elle n'a de sens que pour nourrir celle d'après, tu vois, et atteindre l'objectif de fin de journée. Donc, ça me paraît un peu illusoire de croire qu'on peut se concentrer uniquement sur sa séquence sans avoir de regard sur en quoi elle s'articule avec toutes les autres. Et après, à Pôle emploi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on avait le binôme de facilitateurs en lead et des facilitateurs en soutien dans les sous-groupes parce que on était face à des personnes qui avaient peu l'habitude de travailler en mode collaboratif, hein, parce qu'il y a des enjeux de comment tu répartis la parole au sein d'un groupe quand même. Et donc, c'était des gens qui étaient surtout là pour passer les consignes, s'assurer que chacun peut parler dans le sous-groupe, voilà, temporiser s'il y avait une difficulté ou pas. Ça évite, quand t'es 60, de passer une consigne et en vrai, tu 60 interprétations différentes de ta consigne, quoi. Donc pour moi, après, ce mode de fonctionnement, moi, je l'ai jamais revécu vraiment ailleurs qu'à Pôle emploi ou au Festival des conversations où on est une très grosse équipe de 10-12 ans. Mais au quotidien, moi, c'est pas du tout mon quotidien de travail, hein. Si on est deux, c'est déjà super, quoi. Oui, moi, ça m'arrive de vivre tout. Enfin, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que
niveau de Jean-Philippe, je trouve que c'est super intéressant pour faire monter en puissance des jeunes facilitateurs. Et donc de leur donner une partie du déroulé en disant, ben voilà, nous on est là en soutien, en support, on est là, on est dans la salle, on tient le truc, enfin la membrane, hein, on va le dire. Et puis vas-y quoi. Donc je trouve que c'est très intéressant pour faire monter les jeunes facilitateurs. Et après, je suis complètement d'accord avec Valérie que la totalité des personnes de l'équipe de facilitation, que ce soit 2 personnes ou que ce soit beaucoup plus, doivent avoir une compréhension du tout, doivent avoir un ressenti du tout et doivent être partie prenante de l'émergence de ce tout. Là, sur ce projet au service des femmes du ministère de l'Emploi au Maroc, on est une équipe très, très variée, très diverse et tout le monde est au courant de tout. Et on développe le design et chacun peut aller voir, chacun peut s'inspirer, chacun peut proposer et chacun est en train petit à petit de prendre sa place. Donc on va voir effectivement des sessions euh, en lead, où je serai en lead avec mon collègue, et des sessions où d'autres personnes seront en lead et des sessions où d'autres facilitateurs iront dans des ateliers plus spécialisés pour aller animer certaines autres choses. Et c'est très intéressant cette notion finalement de laisser chacun être dans le tout parce que en fait l'intention et l'intention partagée par tous, c'est que chacun puisse trouver où va être sa juste place le jour J. Avec le caveat évidemment que rien ne va se passer comme prévu et que il faudra être sur la vague, en haut de la vague, avec le chaos d'un côté, l'ordre de l'autre, et avancer ensemble là-dessus. Mais voilà, et donc ça c'est intéressant de voilà du du tout. C'est en ayant conscience du tout et en sachant le tout qu'on peut vraiment collectivement être au service de nos clients et que nous, enfin moi je dis nous, mais c'est vraiment d'avoir cette posture d'humilité, de me dire c'est où là que ça va être juste pour moi, au service aussi de mon groupe de facilitateurs en fait. Et ça c'est génial. Là c'est du vrai développement personnel. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne s'est pas posée qui mériterait qu'on en parle ce matin? Moi, je pense que ce serait intéressant de demander aux participants, en fait, peut-être plus régulièrement, quel, qu'est-ce que eux ils retiennent de ces binômes de facilitation ou ces équipes de facilitation. Euh, Là, sur le festival des conversations qui comptent de 2023, on a eu un retour d'une personne qui nous expliquait comment elle s'était sentie accueillie par l'équipe d'autres. Et elle a eu un très joli mot, elle disait quelque chose comme vous dansiez votre facilitation. Et, et comme dans les danses, tu sais, t'as des temps à deux, des temps à plusieurs, des choses comme ça. Et moi, je serais curieuse de savoir comment, comment les gens qui participent à nos ateliers ou nos sessions de travail vivent Mm. cette, tu vois, avoir ce retour, cet éclairage-là. Mm. Voilà, du coup, je me le note peut-être pour Mm. une prochaine fois. Sur certains ateliers, on a fait des questionnaires en fait, Hmm. et des questionnaires, enfin, vraiment avec des questions complètement ouvertes, euh, avec deux, trois questions, pas pour embêter les gens, mais pour... Et ça nous a vraiment permis de voir le vécu, d'accéder au vécu. Et on fait ces questionnaires-là avant de rencontrer notre client pour son retour à lui. Et évidemment, on partage le questionnaire et les retours du questionnaire avec le client avant cet entretien, ce qui nous permet vraiment d'avoir des discussions qui sont des discussions profondes et qui sont des discussions là où aussi on est finalement on fait un cercle avec le client euh, et donc c'est intéressant pour le client parce que ça le fait avancer aussi sur sa suite à lui
de comment lui, il va pouvoir reprendre le bâton, Mmh. reprendre son bâton de manager ou, et avancer après l'atelier. Donc je trouve que c'est un moment formidable et évidemment c'est les petites graines pour notre débrief euh, de l'équipe de facilitation en fait. Voilà. Et pour terminer, comment vous voyez l'évolution de la pratique de la facilitation ou des cercles de parole? C'est quoi le futur de l'intelligence collective selon vous? Bah, pour moi, bon, vous ne le voyez pas, mais je viens de couper la parole à la cuisse de manière assez brutale. Comme quoi on n'était pas encore complètement alignés sur. On se regardait pas, c'est pour ça. Euh, pour moi, en tout cas dans ma pratique de la facilitation, je vais pas en faire une généralité, hein, pour moi, il y a une vraie évolution à mettre ces pratiques-là au service des transitions écologiques, sociales, démocratiques auxquelles le monde dans lequel moi je vis est confronté. Euh, et, et, et pour moi, il y a un vrai sens à redonner un axe politique d'autonomisation, de pouvoir d'agir, qui sont des mots qui peuvent faire peur, mais qui peuvent être très doux finalement. Enfin, euh, il y a vraiment quelque chose de ça, de se dire on se réunit à plusieurs parce qu'on sait que c'est à plusieurs qu'on va trouver les solutions aux challenges qui nous attendent. Et c'est à plusieurs avec des regards différents. Euh, voilà, moi aujourd'hui, j'ai encore parfois beaucoup de douleur de cette ghettoisation, de ces fermetures que je peux ressentir dans le monde autour de moi, et parfois dans un entourage plutôt proche, hein. Et pour moi, mon enjeu, il est là, sur l'avenir de la facilitation. C'est comment la facilitation permet de retisser ou d'amplifier des liens entre des gens qui ont des regards différents et qui ensemble découvrent la joie de construire quelque chose. Je vais rebondir parce que je raisonne beaucoup, encore une fois, sur ce que tu dis. Et moi, j'aurais envie de dire que la facilitation peut avoir un avenir dans les organisations. Mais le vrai sens de la facilitation et de l'intelligence collective, c'est en inter-organisation. C'est au niveau de l'écosystème. C'est-à-dire que les organisations, elles peuvent plus aujourd'hui regarder à l'intérieur et se dire comment on va fonctionner mieux, comment on va faire plus de profit, etc., etc. C'est pas possible. Ça ne fonctionne plus. Et donc, la facilitation, c'est comment on fonctionne collectivement, non seulement moi dans mon organisation, mais avec tout mon écosystème local, et comment je crée des liens différents et je coopère au niveau local euh, pour aller ailleurs, en fait. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, qui a du sens, Mmh. en fait. Voilà. Et l'avenir de la facilitation et de l'intelligence collective, surtout l'intelligence collective, euh, tête, cœur, corps, elle est au niveau écosystémique. Et c'est pour ça que j'adore la théorie U, parce Mmh. que c'est un véhicule juste tellement extraordinaire que j'ai eu envie de parler d'autocharmeur. Vas-y. Voilà. Je remettrai le lien de la Hashtag cœur théorie. autocharmeur. Est-ce qu'il y a d'autres livres, d'autres podcasts, des formations peut-être à partager pour amener les personnes qui nous écoutent à continuer leur chemin? Moi, j'en ai noté plusieurs Ouais. qui m'inspirent en ce moment. Tu Mm. vois, j'ai la chance en ce moment de faire le parcours Présence et Leadership de Pierre Goiran, Mm. que je trouve hyper intéressant parce que pour moi, comme dit Otto Scharmer dans son livre de la théorie U, pour faire plaisir à Christine, la qualité de l'intervention
d'un facilitateur dans un collectif dépend de sa qualité intérieure, de son état intérieur. Et donc, ce parcours présence et leadership, moi, m'apprend beaucoup. Euh, et, euh, et donc, dans le cadre de ce parcours, j'ai relu le livre d'Arawana Hayashi, qui fait du Social Presencing Theater, qui s'appelle The Art of a True Move, qui est l'art du mouvement juste, de comment ton corps sait ce que parfois toi tu ne sais pas dans ta tête. Et puis dans les livres, j'ai relu récemment, en l'empruntant à la bibliothèque, il n'y a plus le cas, From the Front of the Room de Dan Brown, qui lui travaille beaucoup plutôt sur le modèle MG Taylor, donc où c'est des grosses équipes, des grosses organisations, etc. Mais je trouve que son regard est assez intéressant après avoir quelques années de pratique de facilitation. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et puis après, j'ai pensé à une newsletter que je suis depuis un moment avec plaisir et avec laquelle j'échange avec sa créatrice qui s'appelle Apolline Roche, qui travaille sur la question des pouvoirs, dans la facilitation, dans les collectifs, elle a notamment eu une newsletter l'été dernier autour de la radicalité et des questions qu'on ne se pose pas quand on veut changer le monde, sur qu'est-ce que ça implique pour chacun de nous, qui moi m'a beaucoup inspirée et qui est un peu mon thème de travail aujourd'hui, quoi, pour l'année 2023. Et tu as des articles dans la newsletter, c'est ça? En fait, elle partage une réflexion et un axe de réflexion autour du pouvoir ou des pouvoirs collectifs et de comment ça se joue. Donc ça peut être dans la prise de parole, dans la constitution du groupe, dans la manière dont tu travailles. Et après, elle est claire avec des références de livres ou d'articles qu'elle a lus. Voilà, moi je trouve hyper intéressante. Et puis après, sur un tout autre sujet, mais j'ai quand même envie de le mentionner, moi j'avais comme inspiration aussi mes deux profs de tango que j'ai rencontrés il y a 20 ans. Mais oui, parce que elles nous ont elles m'ont enseigné le tango d'une manière incroyable, ou d'une manière féministe, on dirait aujourd'hui, sur le fait que le rôle féminin ou la femme n'est pas juste guidée et soumise à l'homme, mais doit et peut s'écouter. Qu'est-ce qu'elle a envie de répondre à cette proposition que lui fait l'homme de guidage et en même temps l'homme et la femme dansent ensemble, donc tu dois t'accorder à toi, à ton binôme de danse et puis au groupe avec lequel tu danses et puis à la musique et puis à l'espace et moi plus ça va, plus je fais plein de liens entre la manière dont elles m'ont enseigné cette pratique de danse et la facilitation telle que je la fais aujourd'hui, quoi. Ça aurait pu être l'image aussi de la co-facilitation. Complètement. Totalement. Ouais, complètement. Ouais. Totalement. Bah, magnifique. Voilà. Magnifique. Alors moi, j'en ai plein d'autres. Ouais, super. Et je noterai tout ça bien à l'écrit, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais pour les débutants, quand même, moi, j'ai envie de parler du livre de Gauthier Chapelle, Thomas Emmanuel Gérard, Marine Simon, L'intelligence collective, que je trouve qu'il y a un bouquin juste formidable pour commencer. Après, je suis toujours très touchée par le livre de Harrison Owen sur le forum ouvert, donc Open Space Technology, a User's Guide, parce que dans ce bouquin, il y a des passages sur la posture du facilitateur, moi, qui sont juste tellement émouvants, et à chaque fois je les relis, à chaque fois je dis mais c'est juste tellement ça. Donc voilà, moi je le relis régulièrement celui-là. Après, il y a tous les livres de Joanna Macy, en fait, sur l'écopsychologie et le travail qui relie, qui sont des pratiques extrêmement intéressantes, plus spécialistes, que j'aime beaucoup. Tu as mentionné le Social Presencing Theater. Et sur les cercles, alors il y a pas de livre en français, mais il y a une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Christina Baldwin, et son premier livre sur les cercles, Calling the Circle, c'est un petit livre et c'est un livre juste génial. Donc voilà, pour aller découvrir les cercles, il y a ça. Et sinon, aussi, il y a The Way of Counsel de Jack Zimmerman et Virginia Coyle, voilà, qui sont des livres géniaux.
Et moi, j'ai envie de dire aussi que le travail perso, en tant que facilitateur c'est hyper important. Donc moi, j'aime beaucoup, Christophe André et ses bouquins sur la méditation de pleine conscience qui sont des bouquins extraordinaires. Et puis j'ai envie de partager moi ma pratique qui n'est pas du tout le tango, hein, qui est, le chant gospel, Oh. donc avec ma chorale gospel Singing Earth Divine. Mhm. Et c'est juste un travail formidable. Moi, fais partie des altos, des altis, dans cette chorale. Et donc, comme beaucoup de personnes dans les altis, on a toujours tendance à parfois se laisser embarquer soit par les ténors, soit par les sopranos, Mhm. parce qu'on est au milieu et on tient le truc. En fait, on sert un petit peu de tissu entre les hauts et les bas. Et c'est de travailler là-dessus avec sa voix, de prendre sa place dans son groupe, de collaborer ensemble pour que son groupe prenne sa place dans l'harmonie globale, c'est un exercice absolument génial préparé à la facilitation parce que on est toujours dans la place juste et ne pas se laisser emmener par d'autres et rester dans son fil, dans sa présence juste. Et en plus, c'est beaucoup de fun, beaucoup d'énergie. Voilà. Génial. Merci à toutes les deux. Merci Laura. Merci à toi, Laura, c'était super. Je me sens nourrie de cette discussion. J'ai hâte de la re-écouter. Voilà, c'est fini. J'espère que cet épisode vous aura apporté de nombreux éclairages sur la co-facilitation et aussi sur le métier, le quotidien des facilitateurs et des facilitatrices. À présent, il me reste à copier-coller l'ensemble des liens qui ont été partagés en description de cet épisode et puis à vous souhaiter une très belle journée et à très bientôt avec la foule.